Alors, Nous, ça fait 48 heures qu'on est sur le gaz, là. Non, Toucher la fin, on touche le fond. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Je laisse commencer. Écoute-moi, carrément. Tu t'es mis là. Ah, mais t'as le plus gros cahier. Décris plus. Alors, par laquelle je vais commencer? Bon, la première. Il y a 3 ans, vous ouvriez ni avant ni à louer par la voiturette conduite par Charles Schneider, passant devant une usine avec une banderole non au licenciement. Dans du goudron et des plumes, il est aussi question de fermeture d'usine et de chômage, notamment par le biais du personnage interprété par David Saez. Oui. Pourquoi ce petit détail un peu social à travers pratiquement tous vos films? C'est une volonté de faire aussi des films qui parlent de leur époque. Et en effet, je pense qu'on est dans une société où il y a quand même de la crise un peu partout. Il y a une fin du monde ouvrier, il y a beaucoup de choses qui sont en train de muter. Je n'ai pas l'impression que ça soit forcément dans le bon sens. Donc c'est vrai que ça me permet moi aussi d'inscrire le récit dans une réalité. C'est aussi le cas avec le personnage de Daniel Fayot et la relation qu'il a avec d'autres personnages. Enfin, pas forcément la relation qu'ils ont ensemble, mais les différentes visions qu'ils ont tous les deux des choses. C'est une manière de montrer l'évolution. Oui, c'était d'une certaine façon ça. C'était l'histoire de la fin des idéaux. C'est le personnage de Daniel a le combat, s'est battu pour s'intégrer, s'est battu pour la cause ouvrière, pour son travail, qui continue encore à véhiculer ses idéaux de partage, et il n'a pas réussi forcément à les faire partager à ses enfants. Donc il y a un peu de ça, c'est-à-dire que la génération de Christian et de son frère, c'est des gens qui sont justement dans une espèce d'hésitation et qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc les idées des pères n'ont pas forcément donné des réponses à ce qu'ils vivent actuellement. Oh non, j'ai rien à rajouter. Tout est dit. Il y a aussi une question je trouve, de deuxième génération d'immigration dans leur vision différente des choses. Oui, à l'image de ce qu'il vient de dire sur le... Non, mais tout à fait à cette image-là, en fait. Au-delà des origines, il y a un aspect social qui est similaire pour les deux. Et c'est une réalité. Enfin, qui a tendance à changer maintenant, de par la frustration exacerbée de certains. Il y en a qui veulent être plus roi que le roi et qui refont le chemin inverse, et c'est ce qu'on voit dans notre époque. Christian, c'est pas le cas. Non. À la limite, il y a un résidu des valeurs sociales du père. Il sait où se situer. Non, ça, c'est pas un souci. Mais il est en réaction au père et à ses idées. C'est ce qui se passe avec notre époque, quasiment aussi. Vous venez de la bande dessinée, et j'aimerais savoir à quel moment et de quelle façon, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vouloir faire du cinéma? Qu'est-ce qui dans le médium du cinéma, et pourquoi vous avez voulu utiliser ce médium-là? Bon, ça faisait un moment déjà, parce que j'ai fait, je voulais faire de la bande dessinée déjà ado. Après, aux Beaux-Arts, on m'a demandé d'éviter de faire de la bande dessinée, parce que c'était pas en odeur de sainteté. C'était considéré comme un média populaire, au mieux, comme sous-culture aussi. Et donc pendant 5 ans, en fait, j'ai fait autre chose, du dessin, mais j'ai fait de l'audiovisuel, enfin, j'ai fait des films en Super 8 et des films en vidéo. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à raconter des histoires par ce support. Je suis revenu naturellement à la bande dessinée, et en 1994, j'ai fait un premier court-métrage avec Exemplar Optique, chef d'écho sur les longs. Et du coup, après, j'ai décidé d'alterner un peu les plaisirs. Alors, je gagnais ma vie en faisant de la bande dessinée, je la dépensais en faisant du cinéma, parce que c'est moi qui finançais mes trucs. Au pire, c'est moi aussi qui les regardais. mais c'est vrai que cette envie c'était pour moi assez complémentaire. Il y avait vraiment... C'est des supports qui sont très très éloignés. Il y a le temps du livre, c'est celui du lecteur, le temps du film, c'est celui du film. Et
vous avez des moments de vie au cinéma, en bande dessinée, c'est quelque chose de plus littéraire. On est face à... Le lecteur s'approprie le livre et puis il met son temps, le temps de lecture, c'est le sien, c'est pas celui du créateur. Le cinéma, c'est de la vie, c'est de l'essence. La bande dessinée, c'est une retranscription beaucoup plus assumée. Moi, j'ai besoin des deux, j'ai besoin de ce travail un peu organique du dessin. Et puis, quand je passe derrière la caméra, j'ai besoin de filmer ce que je vois en face de moi, d'associer des gens à cette aventure. Je disais ça au tout début, je disais que la bande dessinée était extraordinaire, c'est qu'on ne devait rien à personne, et le cinéma était formidable, parce qu'on devait tout à tout le monde. Et j'ai besoin d'avoir ces deux déséquilibres pour avancer. De travers, certes, mais d'avancer quand même. Mais il y a, alors vous n'aurez peut-être pas de commentaires à faire là-dessus, mais je trouve qu'il y a un élément dans vos films qui fait penser à la bande dessinée, c'est que vous faites beaucoup de plans assez fixes. Il y a un côté où vous laissez, je trouve, le spectateur contempler le cadre en fait. Vous laissez le temps au spectateur de regarder le décor, l'ambiance, le cadre, et il y a un vrai jeu là-dessus. Il y a un peu ça, moins sur celui-là, je crois, parce que justement, j'aime pas avoir des habitudes, j'aime pas avoir des tics. Chaque projet doit avoir son énergie et son langage propre. Il y a des gens avec qui vous travaillez qui tout d'un coup vous bousculent aussi, et c'est vrai que j'ai eu envie de m'approcher des acteurs sur ce film-là. J'ai envie de les suivre, de faire un peu de caméra épaule, de laisser vivre un peu les plans, de changer les habitudes, de travailler en montage avec du chant contre chant, ce que je faisais très peu avant. Et c'est vrai que c'est de nourrir, donc j'abandonne pas tout, mais chaque projet doit avoir son identité. Cette identité, elle est posée à un moment, et puis elle est déplacée avec les collaborations, avec le travail qu'on a avec tous les gens qui interviennent. Donc je suis là pour être bousculé. C'est ce que j'aime aussi, c'est qu'on m'emmène sur des territoires qui sont plus vivants, plus riches. Et je suis là pour les recevoir, pour me dire vous avez fait une partition et puis d'un coup vous avez quelqu'un, c'est comme dans la musique, vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire une orchestration, vous ramenant des cordes à un endroit, des trompettes à un autre, et vous êtes face à quelque chose qui ne vous appartient plus, mais qui est magnifique parce que justement on a emmené, on a créé de l'espace, on a créé de la vie, quoi. Donc c'est vrai que ce film-là est moins dans le contrôle que ceux d'avant, même si déjà dans ceux d'avant, je disais que c'était le fait de ne pas contrôler qui m'intéressait. C'est l'échappée. L'art, il est dans l'accident, dans l'échappée, dans le truc qu'on ne pensait pas aller. Pour un acteur, c'est intéressant d'avoir un réalisateur qui est comme ça ouvert à ce qui se passe. Oui, bien sûr, mais c'est réducteur, c'est simpliste de dire qu'il est seulement ouvert, parce que dans son ouverture, il y a une grande rigueur d'abord. Celle du cadre, avec un point de vue assumé, qui est très explicite dans la partition. Les personnages sont bien campés, assez définis, enfin très définis même. Donc oui, derrière ça, on acquiert une forme de liberté qui est bienvenue. Ajouté à ça, je trouve que le regard de Pascal a un regard bienveillant sur ses personnages, et bienveillant dans le sens où il accepte de se laisser pas seulement surprendre, mais il est très contemplatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement vis-à-vis d'une réaction d'un de ses personnages. Au contraire, il peut répondre par un silence ou rebondir dessus. Mais le cadre, il nous laisse cet espace-là. Et il l'initie presque parce que ça reste vivant. Il y a toujours une résonance sur ce qu'on fait, quoi. Vous avez donc pu improviser, c'est ça? C'était pas forcément nécessaire, mais il nous y invitait à chaque fois, oui, bien sûr. Mais vous avez une réflexion, en fait, c'est ça, et vous les laissiez faire. Non, c'est-à-dire que l'univers... Il ne faut pas se tirer une balle dans le pied en partant dans l'impro pour l'impro. Alors que dans son écriture, il y a déjà la fraîcheur nécessaire, enfin, ou plutôt ce qu'on va chercher en impro existe déjà là. Et je pense que la gageure est de trouver dans la simplicité la situation et l'action qui est définie, quoi. La quête, c'était
Ce qui m'intéressait, c'est de trouver la zone de fragilité dans le jeu. C'est de faire oublier que c'était écrit et de retrouver cette vie. Donc ça passe en effet par des simplifications, des choses où tout d'un coup, il y a enfin, Isabelle et Samy, il y a certaines scènes où il y avait des choses qui émergeaient, mais de façon à la fois pudique et très sensible. Et en fait là, moi je resterai toujours preneur. Ça va ailleurs. D'un coup, je dis, c'est une partition, la note résonne encore plus loin qu'on ne pensait. Alors Samy, comment ça s'est passé justement l'approche de ce rôle de père divorcé, pris dans le métier de menteur un peu, parce qu'il est menteur professionnel, on va dire, et seul dans la vie. À part sa fille, il est tout seul. Il ne voit pas son frère, il voit très peu son père, qui ne veut même pas rester dîner avec lui le soir. Alors, comment ça a été cette approche un peu Ben là, vous avez défini le personnage et c'était le parcours qui m'était arrivé. Mais moi, je l'aimais, j'étais séduit par ce Christian. J'aime bien ce poor lonesome cowboy là, qui, en errance un peu, qui observe le système et qui a des idées un peu arrêtées, voire même certains a priori, et puis qui après va se faire avoir et va être obligé de mettre les doigts dans le cambouis et d'aller vers ces gens. Et c'est là qu'il va trouver la rédemption, jusqu'au moment où il va se faire rejeter. Mais l'amour sera toujours là, enfin, il y a sa fille. Moi j'aime ça, voilà, c'est comme une chanson de Charlie Couture, quoi. Et on est dans la vie, il y a des beaux cadeaux, il y en a des moins beaux, et on est là, quoi. Mais il est un peu fatigué quand même de... C'est une belle fatigue. Ouais, parce que quand il y a Isabelle Carré qui arrive, c'est un peu un bol d'air pour lui. Il reprend, dans la foulée, il reprend contact avec son père, son frère, malgré l'accident. Il reprend contact avec sa fille, qui a lui-même. Ouais. C'est quelqu'un, je pense, qui est déjà qui est déjà en train de changer. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui agit pas forcément... Enfin même la première scène, c'est quelqu'un qui agit un peu contre lui-même. Il force parce qu'il faut à un moment faire du chiffre, et il n'en est pas fier. Et en fait c'est son drame, c'est justement la transmission. C'est ce qu'il transmet, c'est pas ce qu'il, je pense qu'il aurait aimé laisser comme trace. Ouais, c'est inconsciemment qu'il est devenu comme ça. C'est consciemment, mais c'est contraint. Voilà. Il s'en rend réellement compte qu'en fait, quand il voit son apprenti devenir comme lui. Ah, là, il a une réaction assez violente, comme quand des fois, on surprend chez quelqu'un de proche ou pas d'ailleurs, mais avec qui on passe du temps, des défauts qui nous ressemblent. Donc, Julien, je rejoins ce que dit Pascal, il n'est pas forcément très fier de ce qu'il est derrière lui. Et il le lui dit dans la bagnole. Ah ben voilà, c'est super. L'élève va dépasser le maître et voilà. Mais il contamine plus qu'il transmet, c'est ça son drame à ce moment du film. Oui, parce qu'on va le voir, le stagiaire va devenir quand même Oui, il y avait un terrain plus fort. propice. Enfin, dans la dernière soirée qu'ils passent ensemble, Ouais. c'est quand même dramatique, quoi. Oui, parce que justement, il est prêt à reprendre le jalon et peut-être à aller plus loin, quoi. Donc et puis par rapport au personnage de Christian, je crois que la déception, c'est justement d'avoir réussi à contaminer quelqu'un qui était sûrement prêt à l'être, mais d'avoir participé à ça. C'est vrai que son père aurait voulu partager ou tout au moins déclencher chez ses enfants ce goût au combat ou à la justice, et le père n'y a pas réussi et le fils a réussi à déclencher autre chose, quoi. Donc c'est un peu cet échec qui fait qu'en effet ça participe aussi à la bascule complète du personnage et au début de la rédemption, si on peut dire. La plupart de vos films, tous vos films, justement, se passent dans des cadres, ça se passe dans une France entre guillemets un peu populaire, on va dire quotidienne, je ne sais pas si c'est un bon mot. Mais je trouve que dans ce film-là, contrairement aux deux précédents, le cadre dans lequel évolue le personnage est quelque chose d'un peu agressif. Enfin, je trouve qu'au bout d'un moment, il est un peu acculé par cet environnement. Alors, j'aimerais déjà savoir si vous êtes d'accord avec cette vision et surtout si c'est syndrome d'un changement de regard ou d'une évolution de regard sur ça que vous avez... Je ne sais pas si c'est le changement de regard, parce que celui d'avant était presque pire, je trouve, en termes
des intentions, tout au moins. C'était la fin des congés payés, c'était la fin des vacances, c'était quelque chose qui était de l'ordre de l'évidement aussi des espaces. Donc en effet, la boîte de nuit, on voulait des espaces très très larges, et en même temps, j'ai fait tout pour qu'on les vide. C'est un film qui parle de solitude, hein. Et donc j'avais besoin de ces espaces, de ces grands pans de mur, le grand pan de mur où Christian téléphone. J'ai besoin de ces espaces vides. Donc en effet, comme le jeu n'est plus d'ordre de la comédie mais du drame, ça apporte une autre résonance au décor. Mais en effet, le film parle de la crise, même si c'est pas de manière frontale, mais un film sur les bords, sur les périphéries de ville, sur les zones artisanales, sur une France qu'on traverse tous et qu'on ne regarde pas. On subit. À la rigueur, vous traversez, vous tapez Point P, McDo, machin, vous avez toutes les enseignes, et en même temps vous arrivez en centre-ville, vous avez déjà oublié tout, à la fois le bœuf énorme de la pub pour Charal, je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est un peu cette France-là. On s'y arrête un peu, mais on continue d'avancer un peu comme les personnages, quoi. Donc les boîtes ne sont pas celles de centre-ville, c'est des boîtes de VRP. Je connais pour avoir tourné, vadrouillé un peu sur les bords, justement. Et c'était aussi, pas un constat, mais c'était une envie d'en parler, parce qu'on en parle peu. Et c'est pour ça que, comme là c'est Montauban, c'est pour ça que vous la décrivez un peu comme une ville vide, décivilisée, même presque morte. Ne, c'est pas décivilisé, les cités dortoirs sont des cités dortoirs. Donc, vous avez des pavillons qui sont tous identiques, qui sont tous des petites maisons de mon oncle, où à un moment je pense que ça a été un espèce d'avenir. Ça fait penser un petit peu, on pourrait passer plus loin, Le Corbusier a fait c'était quelqu'un qui faisait une architecture fabuleuse, qui croyait dans le social, qui a fait les premiers buildings. On y reva 30 ans après, puis on s'aperçoit de ce que c'est devenu. C'est un petit peu ça, c'est des zones qui ont été créées où on pensait installer des petits endroits d'intimité. On s'aperçoit qu'au bout de 10 ans, la patine aidant, les choses s'écroulant un peu, on se retrouve face à des zones de transit plus qu'à des fins d'habitation, quoi. Et on revient encore au chômage, est-ce que c'est pas notre système social actuel qui a fait tout ça, qui a donné tout ça, Oui, oui, évidemment. Enfin, il y a de toute manière une crise et on est face à ça. Après, moi, j'ai pas de solution, j'ai juste une espèce de constat sur une société en dépression. Et après, en effet, quelles sont les solutions? Enfin, a priori, pour l'instant, il n'y en a pas un qui nous en donne des cohérentes ou des intéressantes. Vous traitez des sujets qui sont plutôt lourds, plutôt sombres, plutôt un peu désenchantés. Et en même temps, vous faites ça sur un ton très léger, très aérien presque. C'est une volonté, voilà, de ne pas faire une chose un peu trop frontale, Il y a de ça, puis il y a aussi le fait que j'ai fait beaucoup d'enterrements, il faisait beau. Et c'est vrai que je pense qu'il faut une certaine distance aussi pour attaquer ces choses-là. J'ai pas envie de surcharger un discours. Le surlignage, c'est quelque chose que j'aime pas. Et on peut parler de choses graves en gardant une espèce de pudeur et de lui donner une forme qui soit pas forcément, c'est pas agréable à regarder, mais en disant, ben voilà, regardons un peu les choses de biais et essayons de regarder aussi, de garder quand même un œil sur la poésie, même en période de crise, quoi. Mais je dis après, c'est une manière, enfin moi j'ai l'impression d'avoir gardé toujours mon œil, mon regard de gamin. Je fais des films comme ça en me disant qu'il y a un détail. Je fouille les histoires comme je fais les histoires comme je fouille un grenier, quoi. Donc il y a toujours un truc que je vais trouver, une montre à gousser avec des aiguilles cassées ou des petites choses, mais j'essaie de trouver
dans chaque élément à la fois un intérêt et puis tout d'un coup un amusement et une poésie. Ce mélange-là, ça m'a beaucoup fait penser à la Drôle de Félix. Le mélange comme ça d'un sujet un peu long, un peu lourd, mais traité de manière très ensoleillée. Je crois que j'ai la réponse. À mon avis, ils ont eu la même éducation. Ils sont faits du même bois. Bah, c'est-à-dire, ce sont Ducastel et Martineau, à l'instar de Pascal, ont beaucoup d'amour pour les petites gens. Ils ont un regard, encore une fois, très bienveillant. Et ils n'ont aucun a priori Au contraire, ils sont attirés par cet univers-là et ces gens-là. Et je trouve ça beau de leur donner la parole aussi. Et j'aime bien et à l'instar de Pascal, les deux aussi prenaient le contre-pied d'un sujet grave, se débrouillaient pour avoir un point de vue chargé de vie, plutôt optimiste, je dirais. Voilà. C'est le ton du film, c'est quelque chose qui est important dans votre choix de... Que ce soit le ton du film ou ce genre de particularité, c'est ce qui contribue au style. Et après, chacun pense ce qu'il veut du style. Pour ma part, je le trouve essentiel. Et pour vous, le casting s'est imposé, vous vouliez tel ou tel acteur ou... Non, ça s'est fait à l'écriture. Sur celui-là, c'était... Ah, vous saviez... Non, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à poser les briques et à monter les murs, on a balancé le tapis et on a tiré les fils là. J'ai raté un bac génie civil. J'ai encore des images sur la maçonnerie qui viennent. Mais oui, il y a des gens avec qui j'ai voulu m'associer ou leur proposer au moins de collaborer. Et c'est vrai que sans forfanterie, c'est que du premier choix. Il n'y a pas eu d'hésitation. Après, en effet, je me serais ramassé un râteau, on aurait envisagé de... Personne n'est irremplaçable, en même temps, ça ne donnera jamais. Changer un instrument dans un orchestre, ça résonnera pas de la même façon. Là, en plus, j'avais des numéros de solistes, il fallait que j'y pense. Vu que je passe de la musique à la nationale. Je monte un orchestre de truettes. Mais les choses sont venues vraiment... les 3 premiers rôles sont venus naturellement. Après, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec aussi une petite troupe. Mais c'est des gens que je connais bien, que j'aime bien, qui amènent aussi leur fantaisie. David Salle, il a fait même mon moyen métrage avant. J'en ai fait 4 avec lui. Charles Schneider, je l'avais vu moi dans le film Les Arcandiers de Manuel Sanchev en 91, je l'avais trouvé extraordinaire. Et c'est des gens qui sont généreux, qui arrivent avec leur background, on dit en anglais, je fais espagnol, je sais pas comment ça dit en espagnol. Enfin, leur expérience, on va dire. Et c'est vrai que faut que ça soit un plaisir. Et il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de second rôle, il n'y a que des rôles. Et je vous dis, après, à chaque fois, ça a été des rencontres. Les petites, ça a été énorme, parce que c'est vrai que c'est... Même pour un acteur, il faut qu'il y ait en face... Je pense que c'est toujours dommageable quand il y a tout d'un coup quelqu'un qui vous fait sortir de la dynamique d'un personnage du jeu. Voilà, c'est toi qui vas savoir, mais c'est vrai qu'un acteur qui se trouve face à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, ça a tendance à... Ça tire vers le bas. Et moi, j'avais besoin de croire à tous mes personnages. Donc il fallait qu'ils arrivent qu'ils existent hors champ. Qu'ils aient une vie avant, après, et que ces gens-là, et donc même à l'écriture, le coach, j'en avais fait un plombier, il s'appelait Ange Letton, et on ne l'entend jamais, on ne sait même pas qu'il est plombier, mais j'avais besoin de ça, des choses qui enrichissaient aussi le jeu. Enfin, j'ai cette impression du tout. C'est vrai, ce que j'avais remarqué dans votre film, il y a quand même, c'est vrai, il y a une petite bande qui vous suit. Vous avez parlé de Charles Schneider ou David Salle, il y a aussi Daniel Prévost. Comme vous dites, ça s'incorpore doucement dans l'écriture du scénario, je commence à l'imaginer dans le rôle. Oui, Charles, de toute manière, j'ai presque un contrat, et si je fais un film sans lui, il m'a dit qu'il rentrerait en disant excusez-moi, je suis trompé de film, il sortirait. Mais non, c'est des rencontres humaines. Il y a Joël Lefrançois, les 2 présentateurs étaient dans le premier film aussi.
Vincent Martin avait fait les deux, Gustave Kerven a fait les deux derniers, même si c'est juste un tout petit passage. Mais oui, c'est agréable. C'est agréable. Je sais que c'est des gens qui sont là aussi pour travailler sur ce petit travail de comment on appelle ça, mon père voulait m'y mettre un moment, compagnon du devoir. Vous savez, où vous avez un chef-d'œuvre à faire à la fin. C'est les compagnons. Ouais, c'est les compagnons. Ouais, non. Mais voilà. La menuiserie, la maçonnerie, tout ça. Voilà. Mais c'est de faire un peu à tous une espèce de cathédrale, bon, une allumette, mais c'est déjà ça. Parler de Gustave Kervern, c'est la petite scène qu'il a et ce qui me fait le plus rire de tout le film. Et je trouve que c'est assez représentatif de ce gag-là, des gags que vous avez dans le film qui sont des petites choses, pas des grosses. Je sais pas comment vous voyez, c'est des petites choses qui sont parfois en arrière-plan, parfois insérées dans des petites choses comme ça. Comment vous voyez ça? Ben, ça, c'était. J'avais envie de. Pour tout vous dire, on s'inspirait aussi du jeu Interville, enfin pas de la mécanique, mais d'un peu de ce genre d'émission où vous avez tout d'un coup un défi du village, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, j'avais besoin tout d'un coup d'une respiration parce qu'il fallait que j'ai la résonance et le poids de l'enjeu qui arrive sur le personnage. J'avais besoin de dégrafer et de laisser une respiration. Donc j'avais demandé à Gustave, mais pour moi c'était aussi une boucle à l'intérieur du récit. C'est cette espèce de... C'est presque une allégorie de ce qu'arrive au personnage, c'est-à-dire que c'est un foirage, encore une fois. Les mecs vont fait tout